Bonjour à tous. Ça y est, je bégaye dès le début. Je suis impressionnée. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Cannes, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même laisser se présenter. Je suis Patricia Paré-Glinty. J'accompagne les quarantenaires qui se sont un peu perdus en route, qui ont perdu leur âme et surtout qui ont perdu leur harmonie familiale, à se réconcilier avec eux-mêmes et à se reconnecter à eux-mêmes. Parmi les freins qu'on évoque très souvent face au changement, face à une transformation, revient l'argent. Je manque d'argent, ce n'est pas le moment financièrement, surtout en cette période. Donc, j'ai envie aujourd'hui de vous amener, comme c'était le cas d'ailleurs depuis les 3 dernières semaines, de vous amener des éléments pour pouvoir appréhender chacun à votre niveau et chacun sous la forme qui vous convient au final, l'argent, son énergie, comment on le génère, comment on peut le vivre quand on le perd et comment on revient dans l'abondance quand on a perdu l'argent. Parce que tout ça, pour moi, c'est une histoire de connectique dans le cerveau. Et si vous n'avez pas les bonnes connectiques, c'est comme une prise française sur une prise anglaise, ça ne marche pas. Voilà, Cannes, je te laisse te présenter. Et puis, comme d'habitude, on va faire ça en mode discussion, conversation, cool, sans prise de Carrément. tête. C'est comme ça que j'aime bien les échanges. Déjà, merci de me donner l'opportunité de parler, peut-être de mon vécu, de donner des clés. Je vais commencer par me présenter rapidement. En général, par le passé, alors ça va en dire déjà beaucoup sur moi, mais par le passé, je me définissais beaucoup par ce que je faisais. Aujourd'hui, je me définis plus par qui je suis vraiment. Donc, il y a les choses qui comptent pour moi le plus. Ce qui compte pour moi, c'est déjà que je suis un papa de 2 enfants, de 2 petits garçons, plein d'énergie, plein de surprises et plein de curiosité. Et ça a bouleversé ma vie. Et je me considère comme un entrepreneur visionnaire, spirituel, connecté et en même temps avec les 2 pieds sur terre, pragmatique, une espèce d'humaniste utopique qui a compris qu'il fallait être dans le système pour le changer de l'intérieur. Voilà. Et si je devais mettre une étiquette, j'ai l'étiquette aujourd'hui plutôt de mentor, coach, auprès d'entrepreneurs qui veulent avoir une activité qui se développe, mais qui en même temps soit écologique pour eux, pour leur famille, et leur laisse suffisamment de temps pour profiter avec leur famille, ou de leur passion, ou de l'argent qu'ils ont peut-être durement gagné. Voilà ce que je fais. Ok, c'est bien que tu dises durement gagner parce que ça va me donner l'occasion de rebondir. Très souvent, on a une méchante croyance qui dit que quand on travaille dur, on peut gagner beaucoup d'argent. Oh Est-ce oui. vrai? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'est une croyance qui a été hyper ancrée. Et ça me permet d'aborder la question de l'argent par rapport aux croyances. Il y a les croyances dont on hérite, dont on n'a même pas conscience. Moi, bon, ça se voit que j'ai un teint quand même un peu chocolaté, et voilà. Je suis issu d'une famille dans laquelle il y a eu des esclaves. Et quand vous êtes esclave, forcément, vous devez travailler dur. Donc il y a la question du labeur. Et ces esclaves, même quand ils ont été affranchis, ça a été imprégné dans leur cellule, c'est il faut bosser dur en fait. Et il faut bosser dur pour mériter. Et d'ailleurs, quand il y a cette question du mérite, toute la famille est imprégnée de ça. Donc moi, j'ai longtemps entendu, il faut que tu en fasses plus parce que tu es noir. Il faut que tu bosses beaucoup. Il faut que tu mérites vraiment, limite pour qu'on oublie ta couleur en fait. Donc il faut bosser dur. Et donc ça a fait partie de mon identité. Donc je faisais toujours partie de ceux qui bossaient le plus dur. Oui, certes, je faisais toujours des choses, on va dire, j'avais des super résultats, mais il fallait toujours que je bosse dur. Et en fait, j'avais juste la réalité à hauteur de mes croyances. Je croyais qu'il fallait bosser dur pour réussir, donc je réussissais en bossant dur. Et même, un autre travers de la croyance, c'est que si ce n'était pas assez dur, ça méritait pas vraiment que je le fasse, parce que même si je gagnais de l'argent, je pense que ça n'aurait pas eu assez de valeur à mes yeux. Donc j'étais vraiment enfermé dans cette croyance. L'argent avait toujours une saveur de sueur. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, j'avais dans ma famille, par contre, on avait cette croyance aussi qu'il fallait bosser dur. Et toute petite, je la regardais en me disant, moi, un jour, je gagnerai au loto. Puis je gagnerai le gros lot pour vous prouver qu'on n'a pas besoin de bosser dur pour, euh, pour gagner beaucoup d'argent.
Et j'ai eu une période de ma vie où j'ai bossé très dur. D'ailleurs, ça m'a valu d'arriver au bout, on va dire, épuisée et avec un ras-le-bol. Euh, et les périodes où j'ai le plus gagné, c'est celles où j'ai le moins bossé. Mhm. Donc, j'ai ancré, moi, la croyance Ouais, c'est inverse, intéressant. alors très certainement par esprit de rébellion, en disant, bah, puisque vous avez fait ça, bah, moi, je vais faire l'inverse. Mais en fait, C'est ouais, pour moi, c'était vraiment ancré parce qu'il y avait une valorisation de l'effort en fait. Donc oui, l'effort il était valorisé parce que moi mon premier client c'était France Télécom Orange, j'avais 18 ans, c'était un contrat à 30 000. Quand tu es jeune, quand c'est ton premier boulot en freelance, c'est déjà bien. Quelques années après, voilà, pas longtemps après, j'ai commencé à travailler avec des maisons de disques connues. Après, j'ai travaillé avec des marques de luxe, etc. Et très, très, très jeune. Donc du coup, vu que ça m'apportait à la fois une forme de reconnaissance, ça me ramenait de l'argent, me ramenait un prestige, j'avais associé ça à l'effort. Mais par contre, je me suis vite rendu compte, les moments où j'ai été plus en difficulté, et que quels que soient les efforts que je mettais, en fait, c'est pas là-dedans que ça se jouait, que c'était vraiment une croyance. et du coup, donc, tu as commencé à bâtir ta carrière, tu avais 18 ans. On se sent comment à 18 ans quand on gagne beaucoup d'argent? J'y pensais pas. Honnêtement, pour moi, c'était vraiment, vraiment pas important. Pour moi, me lancer en tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, je me définissais pas comme entrepreneur et je pense que j'ai commencé à me définir comme entrepreneur peut-être en 2015, donc peut-être 15 ans après. Avant, 15 je ans me après. définissais plutôt, voilà, comme un freelance, comme un indépendant, alors j'ai fait plein de choses, intermittent, et puis après, on va dire, chef d'entreprise, dirigeant. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, tu es un vrai entrepreneur. Tu aimes prendre des risques, tu as envie de créer de nouvelles choses. Mais c'est pas, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un accident. C'est-à-dire que c'est parti d'un besoin de ne pas avoir des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire. Et surtout, il y avait une forme peut-être on va dire, d'arrogance derrière, mais je pense aussi c'était plus un côté un peu élitiste. Euh, Impossible pour moi qu'on me dise quoi faire si je sens que la personne en face est moins compétente ou moins intelligente que moi. Donc, pour moi, D'accord. voilà, très jeune, c'était compliqué. Donc, vu que je comprenais très vite les choses, si quelqu'un me disait, tiens, il faut que tu fasses ça, et qu'en 2 secondes, j'ai compris mieux que lui ce dont il parle, ça avait tendance à m'exaspérer et je me disais, c'est impossible. Je pense que j'aurais été un très mauvais salarié. Donc, pour ça, je me suis dit, ben non, il faut que je sois voilà, mon propre patron. Donc j'avais cette idée-là, mais c'était pas juste être indépendant, c'était ne pas avoir de patron. Voilà, c'était ça Ne mon pas truc. avoir de patron, oui. Exactement. Je vois bien l'image. J'ai vécu la même chose, mais mon père m'avait imposé 2 ans dans le salariat pour que je vois quand même à quoi ça ressemblait. Mm. Et je crois que ça a été les 2 pires années de ma vie en termes d'ennui et de tout. Mm. Euh, donc, au démarrage, au final, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas être plus dans une énergie de rechercher le plaisir, de rechercher des clients Exactement. qui t'apportent. Comment, à 18 ans, on va taper à la porte de France Télécom? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à cette époque-là, on parle de 2000, le Wi-Fi n'existait pas. D'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque-là, j'allais dans des salons où j'avais découvert, tiens, il y a un truc qui va sortir, ce sera le Wi-Fi. Internet est assez balbutiement, dans le sens où Internet a démarré, mais il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Donc, mes premiers clients, c'était des clients qui avaient un peu traversé la bulle Internet. C'était le moment où tu disais, je crée une entreprise sur Internet, tout le monde te donnait de l'argent. Un peu comme l'époque des startups d'il y a quelques années dans la Silicon Valley. Donc tout le monde te donnait de l'argent. Donc il y avait beaucoup d'argent en circulation, il y avait une effervescence et à peu près à cette période-là, il y a énormément de boîtes qui mettent la clé sous la porte. Et moi, il faut savoir que même si j'ai 18 ans, j'ai commencé à faire ce que je faisais à l'époque à 13 ans. Donc 13 ans, j'ai un C'était quoi ordinateur. déjà à l'époque? Alors, c'était beaucoup de graphisme, d'animation 3D, etc. D'accord. Et j'avais une compétence très poussée, très rare, avec énormément de valeur, c'est que je savais faire des animations, des films en 3D, des images pour des architectes, et c'était une compétence rare. C'était une compétence du futur.
C'était une compétence très rare et moi j'avais senti l'appel de faire de la 3D très jeune, donc à 13 ans je m'y suis mis et je passais mes nuits devant l'ordinateur pour apprendre. Donc quand j'ai 18 ans, j'ai déjà 5 ans d'expérience, mais quand je dis d'expérience, c'est L'expérience des heures derrière. et des heures et des heures à faire des choses, à me challenger, etc. Donc quelqu'un qui avait un projet au sein de France Télécom et il recherchait des personnes en capacité de faire des plans en 3D, etc. Et donc, un contact me dit, tiens, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu as déjà fait? Je dis, non, mais t'inquiète, on va y aller. Alors, c'était très challengeant, hein, mais c'était une expérience géniale où, bon, j'ai dormi 4 heures un Ouais, jour sur deux, mais c'était dingue, en fait. C'était dingue d'avoir France Télécom Orange. À l'époque, je travaillais avec le Technocentre qui fait confiance à un jeune pour les aider dans des... En plus, c'était des scénarios prospectifs de comment est-ce que le jeu va être utilisé sur mobile. Donc, je jouais un peu aux jeux vidéo. Et moi, j'avais plein d'idées là-dessus sur comment le jeu, on va jouer en réseau depuis son smartphone, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, les téléphones n'étaient même pas encore en couleur. Donc, on était encore juste au Oui, c'est ce que SMS. Donc, j'allais dire. À l'époque, voilà, on avait que les SMS pour correspondre en mode, on exactement, va dire, exactement. différent d'un téléphone classique. Exactement. Et donc, à ce moment-là, Ok, juste pour finir là-dessus, parce vas-y. que c'est important de dire que c'est pas comme aujourd'hui où on peut se montrer en ligne, on peut aller sur LinkedIn, commencer à parler à des gens qui d'habitude étaient inaccessibles. Là, il fallait soit avoir un réseau ou soit avoir une compétence tellement poussée que les gens vont parler de ta compétence. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé au début. Et moi, juste pour revenir sur l'argent, l'argent que j'avais, il nourrissait plutôt une question de manque puisque j'ai évolué dans un milieu plutôt humble, on était quatre enfants, que le papa qui travaillait. Donc je me suis retrouvé forcément comme beaucoup d'enfants avec des parents où il n'y a qu'un seul parent qui travaille. J'ai pas connu ce que c'était que d'avoir de l'argent de poche. Et donc dès que et aussi autre chose, alors c'est un détail, mais un détail de taille, c'est que j'avais globalement souvent les vêtements du grand frère ou des grands cousins, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de solidarité, de choses comme ça. Et moi, il y avait ce truc où je me disais, quand j'ai les vêtements des autres, je suis pas dans ma propre identité. Donc, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai fait quoi? J'ai acheté des vêtements qui me plaisaient. Donc, alors, je voyageais, j'achetais des vêtements, des baskets, des trucs, j'allais à New York, machin. Donc, ça a beaucoup pesé aussi dans là où allait mon argent. Mais l'argent, il remplaçait un manque, en fait. Il remplaçait voilà, Oui, ouais, il venait traiter une blessure quelque part. tout à fait. Voilà. Ok, donc ça c'est l'un des premiers aspects, on va dire, de l'argent, c'est ce que j'appelle moi la croyance du manque, c'est-à-dire que on pense qu'on a besoin de plus pour être soi-même, et au final c'est typiquement ce que tu as fait. Alors tu l'exprimes différemment, c'est en lien avec, de toute façon c'est toujours en lien avec notre vécu. Notre rapport à l'argent n'est que en rapport avec notre vécu ou le vécu de nos parents. Euh, et donc, du coup, ton entreprise, enfin, ton entreprise va se développer comment à ce moment-là? euh, Quelles vont être, toi, tes premières perceptions, on va dire, positives de l'argent au final? À partir Hmm. de quand tu vas commencer à switcher en comprenant que c'est plus un objet de manque, mais que ça devient un véhicule? Euh, Là, j'ai eu un switch à un moment, c'est quand j'ai voulu partir m'installer aux États-Unis pendant quelques temps, et je me suis dit, ok, il va me falloir de l'argent. J'en avais pas suffisamment, donc j'ai fait un prêt, et là je me suis dit, ok, l'argent, en fait, ça peut aussi être un levier qui me permet pas juste d'acheter des choses qui me font plaisir, mais aussi de pouvoir aller plus loin. J'ai bossé dans une boîte qui était juste géniale, qui me payait très très bien. Et cet argent-là m'a permis moi de réinvestir aussi dans mon futur. Qu'est-ce que j'entends par réinvestir dans mon futur? Donc dans une période de quelques mois, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté et quand je suis rentré en France, j'ai lancé mon agence, donc ma première agence de communication. Donc là, je bossais plus tout seul en tant que freelance, en tant qu'indépendant, mais je commençais à rassembler du monde. Et j'ai pu payer les bureaux, les premiers mois de charges, etc., avec de l'argent que j'avais mis de côté. Et donc cette fois-ci, c'était plus juste l'argent du plaisir, mais c'est de l'argent investi sur ma croissance, investi sur mon développement.
Oui, donc on passe de l'argent plaisir manque à de l'argent visionnaire au final, parce que tu commences à partir du moment où tu commences à investir, c'est que tu te projettes et que tu vois plus loin. Donc, tu as arrêté de te tourner vers le passé et tu t'es retourné vers le futur, on va dire. Oui, et puis honnêtement, si je devais me faire le film de où est passé tout l'argent que j'ai gagné à cette époque-là, c'est un grand mystère pour moi. En fait, je pense qu'il y avait tellement une croyance que l'argent n'allait pas rester. Bah, normal, quand tu te dis que globalement, t'es pas fait pour avoir beaucoup d'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, euh, Quand tu commences à avoir de l'argent, faut vite le dépenser parce que tu te dis sinon il va pas rester. C'est comme s'il y avait eu un bug, donc faut vite dépenser au moins, tu sais, il y avait ce truc où je me disais, même si l'argent disparaît, au moins les objets, je les aurais. Tu vois, c'était très. oui. Il Puis, fallait que ça se c'est cette matérialise. fameuse différenciation entre accumulation et abondance, Exactement. où, Exactement. où les gens confondent le phénomène d'accumulation et le phénomène d'abondance qui n'a strictement rien à Tout à voir. L'un fait. exprime Tout à le fait. manque, l'autre exprime Exactement. la plénitude. Oui, je vois tout à fait le concept. Et donc, tu chemines comment après? Alors Avec après, ça a été. cette prise de conscience, au final, tu vas cheminer comment et combien de temps? Après, ça a été un cheminement. C'est comme si c'était plutôt plat, c'est-à-dire dans le sens où mon rapport à l'argent n'a pas évolué pendant très longtemps. Donc, si je fais à peu près, allez, on va dire aux alentours de 2005 jusqu'à 2011, 2010-2011. Bon, il y a eu un événement très particulier en 2010, mais cette période-là, en fait, mon rapport à l'argent n'a pas changé parce que je n'étais pas focalisé là-dessus. En fait, je travaillais tellement que l'argent que j'avais pas trop le temps de le dépenser, ou c'est quand je prenais des vacances, j'allais à l'étranger, je me faisais plaisir, mais j'y pensais pas en fait. Je pensais que à faire ce que j'aimais faire et que à Oui, développer mon entreprise avec quelque chose de très égotique à l'époque. C'est on veut être les meilleurs, on veut faire les meilleurs projets, on veut être reconnu sur la place de Paris comme la meilleure agence ou je ne sais quoi. Ça partait beaucoup depuis cet endroit-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place en vrai pour cette question cette question autour de de l'argent. L'argent n'était même questionnement. pas l'argent n'était même pas le moteur en fait. J'en avais, je le dépensais, mais je suis resté comme ça pendant quand même pas mal d'années. Et après, j'ai eu un événement qui a été un événement malheureux, déjà qui m'a forcé, parce que faut savoir que j'avais un peu l'identité de l'artiste, donc l'identité de l'artiste, du créatif, qui aime plus créer. Donc, j'avais pas le travers de l'argent, c'est le mal, etc. Mais j'étais plus dans le côté, ok, ce que j'aime, c'est créer. Donc, tant que je peux créer, tant que je peux bosser sur des super projets, c'est cool. Et puis après, de me permettre de vivre, entre guillemets, la vie qui m'inspire pour l'époque, pour ce que ça voulait dire à l'époque. Voilà, pour moi, c'était Mhm. ça, ça tournait globalement autour de ça. Et donc, en 2010, mon associé qui était lui plus dans les chiffres et moi j'étais plus dans la création et puis globalement le management des équipes, je me retrouve avec quelqu'un qui a volé beaucoup d'argent où je vais vraiment regarder dans les comptes et je me dis, mon Dieu, il a volé, on va dire, ça a monté à 6 chiffres. Puis je me rends compte que il y avait la Ouais. complicité des comptables et puis etc. Donc il y a des personnes qui étaient complices dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et tout ça, là, ça a été un électrochoc. Ça m'a invité à regarder l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'était ce truc que je ne regardais quasiment jamais. Il y en a, c'est génial. On dépense, on consomme. Il y en a plus, on se serre la ceinture. Mais il n'y avait pas d'anticipation, il y avait pas grand-chose en fait. Et c'est pour ça que je me définissais pas comme entrepreneur à l'époque. J'étais plutôt Oui. associé à Mhm. quelqu'un. Lui, il avait une vision un peu plus entrepreneuriale et financière, et moi, j'avais la vision créative. J'étais le visionnaire en fait. Tu vois, le visionnaire qui dit voilà la direction qu'on va prendre, etc. C'est ça qui était pour moi le plus important. Ok, donc au final, tu vas avoir deux croyances qui vont se chevaucher, celle dont tu vas hériter, dont tu parles au démarrage, hein. Et puis, tu as cette deuxième, finalement, croyance de l'artiste qui, alors peut-être pas qu'il ne gagne pas d'argent, mais pour qui l'argent, c'est pas la chose C'est pas importante. important. Ouais, c'est ça. Tu as un électrochoc, cet électrochoc, il va t'amener sur quoi? Il va t'amener à réagir comment et surtout à ressentir quoi? Alors, il m'emmène déjà à regarder les chiffres.
regarder les chiffres en me disant, mais en fait, quand tu es une entreprise, c'est hyper important, même si tu as quelqu'un qui dit s'en occuper, c'est hyper important d'avoir quand même le nez dans les chiffres. Donc, je pouvais plus être dans mon nuage de créer, d'aimer régaler les clients, etc. De collaborer avec les équipes. Il fallait aussi que je regarde cette question de l'argent. Bien entendu, j'ai dû le dégager de l'entreprise. Donc, ça veut dire prendre tous les rôles, en fait, y compris ce rôle-là autour de l'argent. Donc, j'ai été forcé. Et donc le fait de mettre le nez dans alors les éléments de contact qu'on faisait, on avait une assistante mais qui a dû partir aussi, donc j'ai dû reprendre en charge différentes choses, la compta, puis la compta elle était vérolée, il y avait que des faux trucs dedans Ah puisqu'il oui. avait dû couvrir des trucs, donc j'ai dû comprendre, y aller, m'y confronter. Et ça m'a vraiment reconnecté à cette partie-là aussi, la partie peut-être plus pragmatique des chiffres, et ça m'a invité à faire de même au niveau de mes finances. Mais on contrôle pas toujours tout. Donc l'entreprise continue à croître, elle évolue et quasiment du jour au lendemain, en tout cas je l'ai vécu comme ça, il y a une grande annonce, Apple qui fait une annonce, un grand on va dire du milieu des logiciels fait une annonce qui impacte tout notre marché. En gros, on faisait des sites internet et dans un même temps, la manière de consommer des sites internet, les technologies utilisées changent quasiment du jour au lendemain. Et ce qui était irrésistible qu'on vendait, du jour au lendemain, les gens n'en veulent plus. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas écouté mon intuition. Mon intuition me disait d'aller diversifier sur cette partie-là. Et j'ai écouté des membres de mon équipe qui disaient non, mais là, ce qu'on fait, c'est fun, etc. Et donc là, j'ai pas pris pleinement ma place de dirigeant. J'étais plutôt le bon ami qui veut que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Et à ce moment-là, vraiment, c'est quasiment du jour au lendemain, alors les contrats ne se renouvellent pas. On arrive sur une phase de récession en 2012 où en plus de ça, on rajoute par-dessus les clients, on avait de l'argent dehors. Je me souviens qu'au point le plus haut, on avait 200 000 euros dehors, donc qui est pas dans l'entreprise. Donc je payais tout le monde, Hum. rubis sur l'ongle, les loyers, tout ça. Là-dessus, justement, le fait de pouvoir bien regarder les chiffres fait que j'avais toujours l'anticipation et je disais, OK, là, faut peut-être réduire la voilure. Là, faut peut-être mettre une des salles qu'on a dans notre espace de travail en location ou en sous-location pour faire rentrer un peu d'argent. Là, faut faire ci, faut faire ça. Donc, on a toujours payé nos factures, on a toujours payé nos charges, mais moi, je ne me payais plus. Et à ce moment-là, je suis entré dans une spirale où je voulais tellement que tout le monde se sente bien, que tout se passe bien, que j'ai fait passer tous les autres avant moi et je suis tombé dans une spirale, mais vraiment, ça a été super, super dur. J'avais plus un rond. Et je vais raconter cette histoire parce elle est assez caractéristique de ce qui s'est passé dans cette période. Donc je me retrouve mais vraiment plus rien. Donc je me sentais vivre au crochet de ma petite amie de l'époque. Et je suis dans mes bureaux, j'ouvre mon frigo. Et là, je vois, parce que j'avais un frigo dans le bureau, ma nourriture, il y avait que ça, que la nourriture qui était dans le frigo. J'ai un petit sachet de riz Uncle Ben's et une petite canette de thon et je ne peux plus rien acheter. En tout cas, avant de taper dans mon découvert. Et là, il y a une colère en moi, un truc qui s'est dit plus jamais ça. Mais malgré le plus jamais ça, euh, j'avais l'impression que tous les jours, j'avais une nouvelle stratégie pour pouvoir rebondir. Et c'est là aussi où, quand on est dans des situations comme ça, on manque de clarté et on est un peu dans un peu comme quelqu'un qui se débat, quoi. C'est tiens, je vais essayer de faire ça, puis je vais essayer de faire ça. C'était très désorganisé. Je suis à deux doigts de tout abandonner, mais il y a une voix au fond de moi qui dit ne lâche pas. Tout le monde me disait mais tu vas gagner très bien ta vie en étant salarié, tu as tellement de compétences, je le savais. Mais il y a un truc au fond de moi qui touche à la foi, qui me disait non, non, continue, t'es au bon endroit. Et alors c'est là que j'ai découvert que quand on mettait sa carte bleue, bon avant il n'y avait pas les applications comme on a maintenant, mais quand tu mets ta carte bleue dans une machine pour faire de l'essence, que ça te prend une empreinte de 100 et quelques euros. Et donc là je voulais faire de l'essence et ça passait pas. Donc vu que je suis motard, il faisait hyper froid, je me dis bon allez, mon dernier petit plaisir, je vais me balader un peu dans Paris. Et puis si j'ai plus d'essence, je laisserai la moto sur le côté ou je dirais qu'elle est en panne et puis je la ferai remonter au garage. Mais j'en étais vraiment arrivé là. Et je marche, il faisait super super froid. Franchement, il devait faire -5, -7. Et je pose ma moto, je marche avec peut-être une petite larme. Je pensais à la situation dans laquelle j'étais. Et là, je vois des enfants qui sont dehors et qui sont limite enfin, en tongs, etc. On va dire migrants pour que les gens comprennent, même si j'aime pas Hum. cette étiquette. Et là, ça m'a tellement touché. Je suis allé au supermarché à côté, je leur ai acheté à manger en prenant sur mon découvert. Euh,
dans la semaine, donc on rassemble d'autres citoyens pour aider ces personnes-là. Et je me retrouve, période de Noël, j'avais appelé la propriétaire avant et j'ai dit jusqu'à la fin de l'année, je peux payer le loyer et donc il vaut mieux qu'on s'arrête là. Donc je l'ai payé et il me restait quelques jours. Et là, je me dis, je peux pas les laisser comme ça. Donc j'ai organisé un repas de Noël dans mes bureaux. Les bureaux que j'allais lâcher parce que j'avais plus les moyens en fait de les payer. Mhm. Et à ce moment-là, en fait, c'est peut-être le plus gros switch que j'ai vécu par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à la gratitude. Donc ces enfants sont arrivés. Pour ceux qui connaissent Paris, on est allé les chercher de Stalingrad jusqu'à République, on a marché, ils sont venus dans les locaux, et là, grande solidarité, et je vois des gamins qui deviennent des gamins à nouveau. Pas des adultes qui doivent survivre, mais des gamins qui peuvent rigoler, se chamailler, etc., et qui sourient. Et ça a été un moment magique. Et quand j'ai vécu ça, là, moi, je me suis dit, waouh, ils m'ont raconté des trucs horribles. Je vous passe les Ouais. détails, mais ils ont vécu des trucs horribles. Ça parle de prostitution, ça parle d'esclavagisme, ça parle de viol, ça parle de voir son frère, son cousin mourir en mer. Et dans l'indifférence totale. Et là, j'ai vu des jeunes qui étaient dignes. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'avais lu des choses sur la gratitude, sur l'abondance, sur tout ça, mais j'avais compris intellectuellement. Là, je me suis dit, mais si eux, ils arrivent à être heureux dans un moment comme ça, eh bien moi, je dois aller chercher ma richesse. Et quand j'ai vu qu'avec les petits deniers qui me restaient, j'ai pu participer à leur bonheur, je me suis dit, en fait, je suis riche. Pas je vais devenir riche, je suis riche. Je suis riche. Ils m'ont fait un cadeau magnifique, le cadeau de me connecter à cette abondance qui ne m'a jamais lâché depuis, et le cadeau de me connecter aussi à cette gratitude. J'étais en gratitude. Ils pensaient que c'était moi qui leur faisais un cadeau. Ils m'ont fait quasiment le plus beau cadeau de ma vie, de me connecter vraiment dans les tripes à cette gratitude. Et là, mon rapport à l'argent a changé parce que je pense que je sentais le manque quand j'allais en rendez-vous, donc j'avais du mal à signer des Mhm. contrats. À partir de ce moment-là, quasiment du jour au lendemain, j'ai signé des contrats à 50 000, deux contrats à 50 000 d'un coup, un contrat à 25 000 juste après. Donc j'ai pu remonter assez vivement après ça et me reconnecter. Alors ça ne veut pas dire que c'était un long fleuve tranquille après, mais en tout cas j'étais connecté à quelque chose une certitude, une foi, l'abondance et une gratitude infinie en fait pour la vie. Et ça, c'est la chose sur laquelle je voudrais vraiment rebondir parce que j'entends souvent, moi, alors certes, euh, mes clientes, en général, quand elles me contactent, elles ne vont pas très, très bien, il faut être honnête. Mm. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on va mal euh, qu'on n'a pas le droit de se faire un cadeau. Et la gratitude, elle peut aller aussi à ce niveau-là, de se faire un cadeau pour soi. On n'est pas obligé de l'attendre de l'extérieur. Mm. Toi, tu te l'es fait. Alors, il y avait un tiers dans l'histoire, hein, mais c'est un cadeau que tu t'es fait à toi. Tu sais, quand tu parles de faire un Mm. cadeau, c'est se faire un cadeau, et puis même parfois, tu as l'impression que t'as pas. Et moi, je me souviens dans cette période-là, c'était très difficile parce que je me suis beaucoup exclu. Honnêtement, le mot, j'ai eu du mal à le poser dessus. J'ai pu peut-être 1 an ou 2 ans après, mais j'étais vraiment dans un niveau de précarité en fait. Mais même précarité relationnelle parce que j'avais tellement de honte. Il y a tellement de personnes qui disaient ah mais lui Khan c'est celui qui a réussi etc., que je n'osais en parler à personne, que j'osais aller nulle part où d'habitude je rendais l'appareil, on m'invite, bah tiens je t'invite aussi, bah du coup je m'excluais parce que je voulais pas arriver avec les amis, tiens tu payes un verre etc., et puis moi je peux payer un verre à personne. Euh, donc je me suis beaucoup exclu. Et pourtant, à des moments, je me suis dit, tiens, cette personne-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, j'ai vraiment envie de la voir. Je lui propose d'aller au restaurant, c'est moi qui vais l'inviter. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, il y avait un truc, mais un truc improbable qui se produisait. Peut-être quelqu'un qui me rentrait dedans, allez, il y avait un petit truc vite fait qui a accidenté ma moto, mais que je pouvais réparer à la main, parce que je suis très bricoleur. Mm. Et la personne me dit, bon, attendez, je vous donne 200 euros, vous allez réparer comme ça. Mais genre 1 heure avant que j'aille au restaurant, par exemple. Et donc, c'était ce truc de, waouh, la vie, l'univers te soutient. Et moi, ce sont vraiment ces moments-là où ça m'a connecté à l'évidence que l'abondance, elle est là. Et je l'ai vraiment pris comme ça. Je me suis dit, waouh, en fait, l'univers, il me montre que quand tu crois dans l'abondance, en fait, l'abondance, il vient. Ou même, des fois, je disais à ces personnes-là, bah, ok, je t'invite. Et quand on arrive sur place, mais vraiment, la personne disait, non, je te laisse pas payer, c'est moi qui t'invite. Et l'abondance, c'était aussi de me dire, bah, j'accepte aussi l'abondance. J'accepte. Voilà, j'accepte qu'on m'invite.
j'accepte de pas être juste dans le truc, bah, tu m'as donné, donc je te rends juste après. Voilà, d'accepter cette abondance. Et ça a changé ma posture par rapport à ça. Et savoir recevoir. Avant, je savais pas recevoir. J'étais toujours mal à l'aise quand on m'offrait quelque chose. C'est marrant parce que dans ce que tu évoques ces petits accidents qui sont arrivés et puis qui finalement t'ont permis de payer le repas à ton ami. Avant, ce que j'entends, moi, c'est cette notion de je suis dans le plaisir en y allant. Je suis dans la joie en allant voir cette personne. Et au final, alors ça revient à ce que je disais la semaine dernière sur le live, quand on se reconnecte à cette joie, au plaisir, puisque je parlais du retour à Maurice où à un moment donné, on s'est retrouvé avec des factures de 3 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros pour ramener les chats. Il était hors de question que je les abandonne. Et au final, le fait d'avoir cette certitude et d'avoir le plaisir de se dire, mais oui, je les vois bien courir dans la maison, dans le jardin et compagnie, l'argent est tombé. De où, on ne sait pas, mais il est tombé. Ouais. C'est, voilà, j'ai pas rentré, on va dire, de commande quasiment de l'année puisque je m'étais mis en off. Et ce mois-là où j'avais besoin de 10 000 euros, j'ai rentré les 10 000 euros. C'est providentiel. C'est providentiel. C'est ça, mais parce que j'étais dans l'énergie de je les emmène de toute façon, même si je dois bouffer des patates ou des purées de patates pendant 3 mois, je boufferai des purées de patates pendant 3 mois, je m'en fous. Mais il n'est pas question que je les laisse là. Et il y a cette notion, c'est vraiment ce que je voudrais faire passer aux auditeurs. Cette notion vraiment de plaisir intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, bien sûr, n'allez pas vous mettre non plus en danger, mais souvent, le simple fait de prendre une décision qui nous met en joie va faire que la somme va arriver. Moi, non seulement c'est l'expérience que j'ai vue, que j'ai vécue, mais parce que je l'ai vécue, je pense que j'ai été très sensible à ça aussi. Il y a des personnes qui se sont déjà engagées dans mes accompagnements et qui m'ont dit, bon, ben voilà, là, ça me challenge, je vais y aller, mais c'est très compliqué. Et ces personnes-là, au moment où elles s'engagent, il se passe un truc. Elles disent, mais là, il y a ça qui est tombé, il y a un héritage qui tombe, il y a les impôts qui me disent qu'il y a eu un trop perçu. Euh, pour moi, c'est toujours ces signes. Et je pense qu'on est testé aussi. C'est est-ce que tu crois dans l'abondance que quand il y est, ou est-ce que tu y crois vraiment dans tes tripes? Et quand j'ai cru vraiment dans mes tripes, avec la foi, en disant, j'ai pas besoin de preuves, je sais que l'abondance, elle est là. C'est comme si, un peu comme dans Indiana Jones, tu sais, quand il traverse le pont, il y a un pont invisible, il met un pas et puis le sol presque se dessine sous ses pieds. En fait, il voit pas, mais ça le supporte. C'est un peu comme ça que j'ai vécu cette période-là, qui a été trop longue à mon goût. C'est que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je devais faire un pas, les conditions se déroulaient pour que je puisse le faire. Mais je les voyais pas avant les conditions. C'est-à-dire que si je devais avoir les conditions, attendre d'avoir les conditions pour y aller, ben, je resterais à quai. Et donc, c'est faire confiance aussi dans la vie. Faire confiance dans la vie, se faire confiance à soi, Mm. avoir confiance en son projet. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de... au final, on va dire, derrière l'argent, il y a surtout une énergie. Alors, l'argent n'est pas une énergie, mais l'argent est véhiculé par une énergie. Tout à fait. Et cette énergie que tu nommes gratitude, qu'on nomme joie, qu'on nomme, peu importe comment on la nomme, moi je l'appelle l'énergie du miracle souvent, Mm. parce que mais je la vis comme de l'abondance, je la vis comme ça, mais pour moi c'est tellement miraculeux, et c'est vraiment la chose. Alors je sais que quand on va mal, c'est quelque chose de compliqué de se dire qu'on va se relier à la joie, mais on a toujours en nous quelque chose qui nous met en joie. J'ai eu une période où j'allais mal parce que successivement, je me suis aperçue comme toi que mon associé était en train de m'escroquer. J'ai appris dans la même période que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et quand tu fais l'amalgame de tout ça, il y a un moment forcément où ça déraille. Mm. Et quand tu es face à ce déraillement, il y a toujours quelque part un petit truc. Je me suis battue alors à un autre niveau, mais pour garder ma société parce que c'était mon bébé. Et que la seule chose qui me mettait encore en joie, c'était de me dire, si je ne peux pas faire grandir mes enfants parce que je ne peux pas en avoir, je vais au moins pouvoir faire vivre et grandir cette société. Et aujourd'hui, elle est malade.
alors je vais faire comme un enfant et je vais la soigner. Et je me ramenais constamment, je pensais constamment à cette joie que j'ai eue de rencontrer mon premier client dans l'ascenseur, qui m'avait donné un gros chèque et qui finalement m'a permis de me lancer. Et je me reconnectais à ça. Et à chaque fois que je me reconnectais à ça, ben, comme toi, il y avait quelque chose qui rentrait, qui venait finalement alléger la douleur et qui venait simplifier et fluidifier les choses. Et vous avez forcément, même si vous ne vous sentez pas bien, il y a forcément quelque chose dans votre vie qui vous met encore une petite étincelle de joie sur laquelle vous pouvez essayer au final de souffler pour la faire grandir. C'est vraiment là, l'image que j'ai envie de vous transmettre et puis l'image que j'ai envie de vous laisser de l'abondance, parce que c'est ça. C'est un petit feu qu'on attise et puis une petite flamme qu'on attise, puis qui croît, puis qui devient un énorme feu au final. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces périodes-là, c'est là où c'est le plus challengeant de faire ce dont on a le plus besoin. C'est là où on a C'est ça. besoin de réussir à être plutôt à se déposer en soi, à être au calme, à retrouver sa sécurité intérieure. Et en général, ce qu'on va faire, c'est au contraire essayer de se débattre pour trouver des solutions. On a l'impression que si on est dans quelque chose de plus calme, bah, qu'en fait, c'est comme si on se laissait Allez. couler, qu'on se laissait aller. Et justement, revenir en soi, ça permet d'avoir parfois plus de clarté et au moins de retrouver sa sécurité intérieure. Et pour moi, ce qui était compliqué dans cette période-là, j'avais beaucoup de maux de ventre, des crampes à l'estomac, etc. parce que je me sentais pas en sécurité. En fait, quand on se Bien sûr. dit, les huissiers ils peuvent arriver d'une minute à l'autre parce que je recevais des courriers d'huissiers, des menaces, et puis ils veulent pas vraiment discuter, hein. Bon, ils veulent que vous payiez, mais ils vous sortent des trucs. Vous dites aux huissiers, ben, en fait, j'ai tant pour vivre. Ils vous disent, bah, ok, bah, vous pouvez payer un montant qui est 2 fois supérieur à ce que vous avez. Mais limite par mois, mais c'est juste aberrant. On se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de soutien, pas de soutien des banques, qui au contraire vous font payer que des agios. Je pense que ça se comptait en milliers d'euros à l'année, ce que je payais voilà. Donc ça enfonce encore plus la tête dans l'eau. Et donc, ce dont j'avais besoin, c'était pas de me débattre, c'était de me déposer encore plus en moi, de nourrir la joie, de faire des choses qui me font plaisir pour me remettre dans une sécurité intérieure, parce que sinon ça peut très vite être la spirale Mm. noire. Et moi, j'ai eu des pensées sombres à cette époque-là. Je me remercie de ne pas être allé plus loin, mais c'était très 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 difficile parce que personne n'est vraiment préparé à vivre ça. On a toujours l'impression que entre guillemets ça n'arrive qu'aux autres, et quand ça vous tombe dessus, bah, faut pouvoir y répondre, et puis on n'a pas de mode d'emploi, quoi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, j'ai une parole qui m'a aidée. Alors, ça avait été tout à fait incident. J'ai mon meilleur ami qui m'avait dit à l'époque, hein, si tu tombais dans des sables mouvants, qu'est-ce que tu ferais? Et lui, la réponse qui lui venait spontanément, c'était tu crierais à l'aide. Chose que je n'avais pas faite, hein. Mais moi, le truc qui m'est venu tout de suite, c'est si je suis dans des sables mouvants, il faut que je me fige pour pouvoir survivre. Mm. Parce que plus je vais me débattre, plus je vais couler. Et Ah bah au oui. final, son image, elle m'a aidée parce que c'est le moment où je me suis dit, OK, qu'est-ce qui manque? Alors, je ne me suis pas dit comme ça à l'époque, mais je me suis dit, qu'est-ce que je viens de perdre qui me tenait à cœur, et qu'est-ce que je peux faire? Alors, non pas pour le remplacer, parce que je pense qu'on ne fait jamais le deuil quand on est une femme d'un enfant qu'on ne peut pas avoir. Euh, mais qu'est-ce que je peux récupérer? Quel souffle je peux aller récupérer au final pour retrouver l'énergie de vivre? Mm. Et au final, c'est ce qui m'a aidé. Bon, après, la bonne nouvelle a été que Mm. quand on a le bon état d'esprit, on arrive à avoir des enfants puisque C'est j'en ai ça. 2. Ouais. Ouais, ouais. Parce Mais que ça aussi, on comprend après que quoi que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que ce soit la santé, quand on arrive à se reconnecter à la joie, à la gratitude, à l'énergie du miracle, peu importe comment on l'appelle, euh, les choses, elles changent à l'intérieur. Oui, et puis, tu sais, tout à l'heure, tu Mm. parlais justement de reconnexion à l'abondance. Pour moi, en fait, l'abondance, elle est là, tout le temps. Est-ce que on arrive à y être connecté? C'est comme la joie, c'est comme si c'est omniprésent. Mm. Un peu comme le Wi-Fi quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup d'internet. C'est omniprésent, mais est-ce que j'arrive à m'y connecter ou pas? Ou qu'est-ce qui m'empêche de m'y connecter? Qu'est-ce qui brouille le signal? Et en général, C'est c'est ça. plutôt ça. Donc c'est Oui. être en paix avec le fait que tout le monde a droit à l'abondance. Il n'y a pas des personnes qui en ont plus droit que l'autre. Et en général, il y a des endroits où l'abondance est déjà là, mais on ne le reconnaît pas. C'est là où on manque de gratitude. Par C'est ça. exemple, le fait de pouvoir
tourner tourner un robinet et d'avoir de l'eau qui coule sans arrêt, il y a plein d'endroits, même si vous êtes en voyage, vous allez aller dans le monde, vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment possible. Là, on se rend compte en France, bon, moi je suis de passage, je suis plus tout à fait ce qui se dit, mais où on nous a dit qu'il fallait pas chauffer à plus de 19 degrés, qu'ils allaient limiter l'électricité, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, mine de rien, c'est bien quand on peut avoir tout le loisir d'utiliser le chauffage, l'électricité autant qu'on veut, sans être restreint, qu'on peut sortir comme on veut sans être C'est ça. restreint à sortir de telle heure à telle heure parce que sinon on va se faire arrêter et qu'on va avoir une amende par la police. Donc c'est important de regarder là où l'abondance est déjà là et de ne pas attendre d'être en réaction à quelque chose ou de subir quelque chose pour pouvoir se connecter à cette abondance. Et ces phases-là, elles sont aussi passagères, même si c'était un moment de ma vie qui a été très difficile. Ça m'a appris énormément de choses, mais quand j'en suis sorti, mon rapport à l'argent était très différent. J'ai été mis à nu pendant un moment, donc ça a permis de voir qui j'étais vraiment, parce que quand on enlève, on va dire, tous les rôles sociaux, tout ce que peut apporter l'argent, tout ce que peut apporter le fait d'avoir un bel endroit où les gens aiment bien venir, c'était dans mes bureaux, où vous êtes un peu, pas le centre de l'attention, parce que c'est pas ça qui me nourrissait, mais où il se passe des choses et que du jour au lendemain, vous pouvez plus apporter ça aux gens et que c'est comme si vous avez disparu, qu'ils vous connaissent plus. Ça m'a Mm. ramené à l'essentiel, à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qui je suis vraiment. Et ça a été pour moi salvateur, en fait, pour me reconnecter à qui je suis et que l'argent ait un autre sens dans ma vie. L'argent, après ça, il a eu un autre sens dans ma vie. Donc, quel sens il a, du coup? Mais l'argent, pour moi, aujourd'hui, déjà, quand je travaille, je sais pourquoi je génère de l'argent. J'ai compris que j'étais un créateur d'argent, alors qu'à cette époque-là, je m'estimais être victime des circonstances. Donc, j'ai développé une position beaucoup plus souveraine par rapport à l'argent en me disant, je suis un créateur. Quand j'ai besoin de l'argent, je le crée, cet argent. Je peux créer un produit, une offre, quelque chose, je peux promouvoir quelque chose pour générer de l'argent. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris aussi que c'est une énergie en fait Et ça, que c'est valable pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. c'est valable pour tout le monde. Tout le monde est en capacité, peu importe le moyen. Même quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. C'est vrai que moi je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, vous avez une voiture, vous pouvez mettre votre voiture en location pour que ça vous apporte un peu d'argent. J'ai vu quelqu'un quand je quittais la France, que j'habite au Portugal maintenant. Quand j'ai quitté la France il y a quelques mois, j'ai mis des objets en vente et puis il y a des trucs que j'ai donnés, des trucs que j'ai jetés. Et quand j'ai mis mes perceuses, tout ça en vente sur le Bon Coin, j'ai mis vraiment un prix. Je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un il va faire une super bonne affaire. J'ai eu tellement de messages et la personne qui me l'a acheté, je suis allé voir son profil Le Bon Coin et en fait, j'ai vu qu'elle en achetait plein et il m'a expliqué qu'il les mettait en location. Donc en fait, c'est quelqu'un qui achète une perceuse à 10 euros et qui met cette perceuse en location à 10 euros par jour. Donc en fait, il se fait Eh des ben, c'est revenus. génial. Ben oui, et il se fait des Ouais. revenus passifs avec quelque chose. Voilà. Et parfois, il y a même des choses qu'on a qui représentent un actif. Donc aujourd'hui, je pense aussi comme un investisseur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est des actifs? Dans quoi je peux investir pour que l'argent que je génère aujourd'hui soit pas juste de l'argent qui tombe dans une consommation, mais qui soit de l'argent qui Mm. bâtisse mon futur pour que non pas ce soit plus simple de me relever en cas de pépin, mais pour que ce soit impossible de tomber. Parce qu'à partir du moment où j'ai une source de revenus qui tombe tous les mois, que je travaille ou que je travaille pas, ça rend impossible le fait de tomber au fond du gouffre. Et donc ça a C'est changé ça. complètement ma perception de l'argent. J'ai dû m'éduquer aussi, l'éducation financière, etc. J'ai dû m'éduquer, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce que je pouvais faire, comprendre ce que c'était qu'un actif, comprendre les investissements, comprendre les différents niveaux d'investissement. Tout ça, pour moi, ça a été hyper, je dirais, ça a été un vrai enseignement. Alors, j'y suis allé par moi-même à tâtons, essayer de comprendre, aller frapper aux portes, lire des bouquins, etc. Mais j'aurais jamais fait ce cheminement-là si ça avait été lisse avec l'argent. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore, j'ai 40 ans aujourd'hui, je serais peut-être encore à penser uniquement à l'argent que je génère et pas à l'investir pour le futur et pour que cet argent soutienne mes projets de vie aussi. Donc ça a Des changé projets de ça. vie, oui. Ça a changé Qui ça sont en grande tes partie. enfants, j'imagine, derrière, hein. Tout à fait, bah oui, oui, oui. C'est parce qu'au final, ce que les gens ne s'aperçoivent pas, je pense, d'une manière générale, c'est que leur façon de voir l'argent va impacter la génération d'après. Alors, on se récupère déjà, on va dire, l'historique, hein,
le passif historique de ce que l'on vit, parce que j'imagine bien que le rapport à la maladie, par exemple, de toute la génération qui vient de passer le Covid, là, va être totalement différent de ce que nous, Tout à fait. on a pu connaître. Mais l'argent, c'est exactement la même chose. On hérite de la période économique, on hérite de l'histoire qu'on vit avec au final, ou que nos parents ont vécu avec. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas cette éducation, et ça, on ne l'a pas. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui nous dispense une éducation, qui dispense à ses enfants une éducation financière. Et ça, c'est le truc. Moi, quand j'entends les clients me dire, j'ai pas d'argent, mais bon sang, allez chercher cette éducation parce que même avec 10 euros par mois, on est capable de générer. Moi, j'ai acheté mon premier appartement à 23 ans avec les 10 euros que mes grands-parents me donnaient tous les mois depuis l'âge de 16 ans. Mm. Donc, mes Ouais. grands-parents me donnaient 16 euros que je plaçais, 10 euros, enfin 10 euros, non, 10 francs même, pardon. Mon père m'en donnait, mes parents me donnaient l'équivalent de 10 francs aussi. Donc, j'avais mes 20 francs mensuels sur lesquels je retirais 5 francs que je m'autorisais à dépenser et le reste, c'était pour l'investissement. Ouais, Et c'est à génial. 23 ans, je suis arrivée, j'ai payé la moitié de mon appartement cash. Mais c'est génial. Et ça, C'est et pour moi, l'héritage, c'est pas juste ce en quoi j'aurais investi qui retourne à mes enfants. C'est l'héritage de mon rapport à l'argent. Tu vois, quand on est à la maison, il y a de l'argent. Moi, j'ai toujours de l'argent sur moi, mais j'appelle ça le l'aimant à argent. Donc, j'ai en moyenne, je sais pas, entre 500 et 1000 euros que j'ai en billets, qui sont dans ma poche tout le temps avec moi. Euh, juste pour, je sais que l'argent, il est là. C'est un montant qui me dit, bah, il y a de l'argent. Et tu sais où tu peux avoir des périodes, et quel que soit le niveau, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais j'ai un ami qui est entrepreneur, un Australien qui cartonne, il a passé son permis enfin, pilote d'avion, en tant que pilote d'avion, et il veut s'acheter un jet. Et il est frustré de pas là avoir encore investi dans son jet. Et ça me fait rire parce qu'il se sent en manque alors qu'il gagne énormément d'argent, mais parce qu'il ne s'est pas acheté son petit avion privé. Et c'est pas une question de niveau. Vous pouvez être au RSA et vous sentir dans l'abondance, et quelqu'un peut être multimillionnaire et se sentir dans le manque. Par contre, sentir que comment dire, qu'on ne manque pas d'argent, etc., ça peut passer aussi par la matérialisation en disant bah, j'ai de l'argent sur moi. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous mettez une somme qui fait que vous sentez que c'est une somme, on va dire, qui a une certaine représentation pour vous. Et le fait de la garder sur vous, ça vous connecte au fait d'avoir de l'argent. Et le but de cet argent, c'est pas de le dépenser, c'est qu'il soit là juste pour vous connecter à ça. Et il y a des gens qui disent l'argent attire l'argent, mais c'est parce qu'en fait, les gens qui génèrent beaucoup d'argent et qui génèrent beaucoup de richesse, ce sont des gens qui se sentent riches. Les personnes qui se vendent leurs services à prix élevé, ce sont des personnes qui se sentent avoir de la valeur. Donc ce que vous ressentez va affecter la réalité et va affecter ce qui se produit. Donc voilà, et c'est vrai que moi aujourd'hui, mon rapport à l'argent, il y a aussi la question de l'autorisation. Avant, il y a des montants, c'était impossible que je les imagine. Aujourd'hui, les montants, quels qu'ils soient, même s'il y a des montants qui me paraissent très élevés, je joue toujours avec, dans ma tête ou en écrivant, pour le rendre déjà accessible dans ma réalité. Accessible dans ma oui, réalité. Et ensuite, me dire que c'est possible. Mais si on parle d'argent et que vous vous dites, ah non, mais moi, ces montants-là, ça me parle pas, c'est impossible, etc., c'est quasiment impossible, à moins que ce soit une erreur ou un coup de chance, typiquement, j'en sais rien, vous tombez sur un ticket du loto gagnant à vos pieds que vous trouvez dans la rue, mais ça court pas les rues, ce genre d'histoire. Mais si vous ne pouvez pas imaginer un montant, si vous ne pouvez pas l'accepter dans votre réalité, vous n'allez pas pouvoir le matérialiser. Parce que tout processus de matérialisation commence déjà par une pensée créatrice. Tout ce qui c'est existe sur ça. Terre, à part ce que la nature a créé, a d'abord commencé Dans le dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un pour se Mm. matérialiser. Donc, jouez avec, même si les chiffres vous paraissent dingues, jouez avec ces chiffres, rendez-les presque, normalisez-les dans votre réalité en se disant, ah bah c'est normal pour moi de penser à ces chiffres-là. Et il y a un exercice que je fais faire parfois à mes clients, c'est je leur dis, ok, je te donne 50 000 euros, qu'est-ce que tu me vends? Et souvent, bah, ils bug, pas souvent, 100% du temps, Mm. ils bug, mais parce que c'est loin de leur réalité.
Et je leur dis, joue avec cette réalité. Sois la personne qui va me vendre quelque chose à 50 000 euros, et c'est ce qui te fera probablement passer d'une offre à 2 000 euros à une offre à 5, 6, 7, 8 000 euros. C'est d'oser travailler ce muscle de l'argent. Pour moi, Oui, c'est comme un muscle. c'est un muscle, hein. Ça se muscle. Alors moi, j'ai le souci inverse. Moi, j'ai le souci d'avoir un prix qui fait bugger mes clientes parce que souvent, comme elles sont en recherche de valeur ou plutôt en déficit de valeur, souvent, j'ai dit, oh, je peux pas investir ça. Hmm. Et en réalité, c'est souvent ma question, enfin la question derrière, c'est quelle est la dernière fois que tu t'es fait un cadeau de valeur? Un cadeau à la hauteur de ta valeur. Et là, tu t'aperçois que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elles se sont rien offert, mais vraiment de précieux avec 4 chiffres ou Ouais. 5 chiffres. Un truc qui les fasse vibrer, qui leur fasse plaisir, que ce soit une voiture, des bijoux, peu importe. Mais le truc qui les prend aux tripes et quand elles y pensent, elles se disent oh, c'est ma récompense parce que j'ai Hmm. réussi ça. Et tu t'aperçois qu'elles ne l'ont pas fait. Et Ouais. que là, elles vont mal et que même dans leur mal-être, euh, la préoccupation va encore sur qu'est-ce que je ne peux pas m'accorder. Et on est Mais toujours sur cette question d'autorisation qui est la même. Hein. C'est juste l'autre côté du miroir. C'est jouer avec. C'est qu'un chiffre. C'est souvent ce que je leur dis, c'est que de l'argent. Après, vous perdez du temps. Le temps aussi, il est de l'argent. Si vous n'investissez pas aujourd'hui, vous allez perdre du temps autrement et du temps qui est beaucoup plus douloureux au final que mais- cet argent que vous allez mettre sur une table. Mais il y a une vraie question identitaire, parce que même Oui, si ça se manifeste par quelque chose d'externe, et j'avais beaucoup de jugements auparavant par rapport on va dire, à tout ce qui est ostentatoire. Je disais oui, mais bon, pourquoi la personne a besoin de se payer une grosse voiture pour montrer qu'elle a de l'argent? Mais j'ai compris quelque chose après. Euh, Maintenant, j'y suis plus sensible, entre guillemets pour moi, mais j'ai dû passer par une phase aussi, et c'est là que j'ai compris où la première fois que je me suis payé une grande suite dans un hôtel, un truc, mais jamais j'aurais imaginé mettre autant d'argent dans une chambre pour dormir quelques nuits. En fait, ça m'a juste permis d'être la personne qui peut penser plus grand. Le premier jour où j'ai payé un coaching à 40 000, 50 000, bon, c'est en dollars, mais voilà. Bon, c'était le dollar avant que qu'il soit plus fort que l'euro. Mais malgré tout, la première fois, alors ça a été des montants progressifs, hein, ça a été d'abord 1 000 euros, puis après 5 000, puis après 10 000, puis 20 000, puis 40 000, etc. Et la première fois que je me suis payé un accompagnement à ce prix-là, en fait, le lendemain, j'ai fait une proposition à un client que j'avais jamais fait une proposition à ce tarif-là, dans ce contexte-là, dans un contexte de coaching. Parce que c'est très différent quand quand tu es en mode agence et que tu travailles avec des grandes oui. marques. Et puis, c'est pas que toi que tu représentes, que quand tu es coach, à cette époque, je travaillais tout seul. C'est moi, pour une personne qui est seule aussi de son côté, le rapport, il est un peu différent. Mais en payant moi 40 000 euros cette semaine-là, je suis devenu la personne qui est en capacité d'annoncer ces tarifs-là. Et même quand on n'est pas entrepreneur, le jour où, par exemple, voilà, si tes clientes ou les personnes à qui tu t'adresses, si vous achetez, j'en sais rien, peut-être une bague pour vous faire plaisir en disant voilà, ça fait 10 ans que je me suis pas fait un plaisir à moi, pourtant je suis toujours là pour faire plaisir aux autres, et que Hum. vous faites plaisir à ce niveau-là, peut-être que vous devenez la personne qui peut négocier son salaire. Peut-être que vous devenez la personne qui est en capacité peut-être de prendre ce poste que vous convoitez depuis très longtemps et que vous n'osez pas dire, mais moi je sais le faire, moi je pourrais le faire, moi j'ai envie de le faire. Peut-être que vous devenez cette personne. Donc pour moi, il n'y a pas uniquement quelque chose de matérialiste dans le fait de s'autoriser quelque chose, il y a aussi quelque chose d'identitaire. Et puis il y a aussi un peu comme un post-it ou comme un truc marqué au fer rouge dans la réalité, dans la matière, de dire voilà, je suis vraiment cette personne. Je suis cette personne qui s'est, et je peux le voir tous les jours quand je regarde ma bague, je suis cette personne qui s'est payé cette bague-là, qui s'est fait plaisir, qui ne Qui s'est passe fait plus au plaisir. dernier plan. Mm. C'est ça, c'est vraiment cette notion de renouer avec soi par le plaisir, quel que soit le biais par lequel ça passe. Ouais. Moi, je sais quand je me fais plaisir, je m'achète un appartement. C'est plus difficile à porter, mais Ouais, moi c'est vrai que mes plaisirs, ça passe aussi par me payer les accompagnements avec les meilleurs, les gens que j'admire. Et puis c'est un tremplin aussi, en tout cas pour moi, parce que
en me payant ces accompagnements, j'ai aussi créé de la proximité avec ces personnes-là. Oui, Donc ça m'a permis d'accéder à un réseau. Ce réseau me permet d'ancrer encore plus cette personne. Je suis toujours en chemin, hein. Je n'ai jamais considéré que j'étais arrivé. Je suis toujours en je chemin, pense qu'on est toujours en chemin de toute façon. mais toujours en chemin. Mais en tout cas, d'accéder à des choses. Et j'ai clôturé, c'est marrant, j'ai clôturé un cycle là, il y a quelques années, mais je ne sais plus c'est combien d'années exactement, mais j'avais pris un cours chez un mentor, puis ensuite il m'a accompagné sur différentes choses, puis ensuite je suis allé dans son accompagnement le plus élevé. Entre-temps, j'ai fait plein d'autres accompagnements, mais là j'ai clôturé ce cycle aussi en me disant, j'ai commencé comme quelqu'un qui le regardait comme ça, et aujourd'hui je suis partenaire business, j'ai investi dans son entreprise, je suis actionnaire. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Quand je parlais d'identité, bah, je suis passé de celui qui achète à celui qui soutient Oui, quelqu'un qui l'admire. Donc pour moi, c'est très fort. Ça a été très fort en fait de faire cet investissement, surtout pour ce que ça a créé chez moi en termes de posture. Je me suis dit, waouh, ça c'est aussi le signe que tu as vraiment franchi un cap, que tu es cette personne que tu voulais être, cet entrepreneur, investisseur, etc. C'est aussi la preuve dans la matière en fait que tu es devenu cette oui, personne. c'est la concrétisation au final oui, c'est la matérialisation de l'image que tu projetais de toi et du chemin parcouru au Ouais. final. Et tu sais, C'est, quand je disais tout à l'heure que j'ai compris le, vraiment le fait de pouvoir créer de l'argent, euh, ça a complètement changé mon rapport à l'argent, où il y a plus de crainte autour de l'argent. Je me dis, quand il y a voilà, peut-être un moment où je me dis j'ai envie de faire plus d'investissement, j'ai envie de faire ça ou ça, je sais exactement que je peux créer de l'argent. Ça veut pas dire que oui, tu as parce le que levier pour aller les faire. Ouais. voilà, j'ai le levier et surtout la ressource. Et encore une fois, c'est plutôt une question de ressources internes. C'est pas une question de Oui, moyens financiers, c'est une question de ressources internes. Vous pouvez être la personne qui va peut-être faire l'intermédiaire et prendre de l'argent pour une opération quelle qu'elle soit parce que vous avez fait une mise en relation intelligente. Vous pouvez être cette personne qui, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, qui utilise ce qui sont normalement bah, juste des dépenses, les transformer en actifs. Une chambre inutilisée transformée en chambre Airbnb, votre véhicule que vous utilisez que le week-end mis en location la semaine. C'est aussi ça, avoir des ressources. C'est d'observer là où on a des ressources. Il y a nous, on est notre propre ressource, mais on a aussi des choses qu'on peut transformer en fait, au lieu que ce oui. soit. Voilà. C'est oui, c'est tout un état d'esprit. C'est Oui, tout un regard qu'on peut porter sur d'autres choses. Je vois très récemment, j'ai une cliente qui m'a dit, mais je veux travailler avec vous, je vais trouver la ressource et je vais vendre. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle en était presque à la somme complète. Voilà, elle a vendu des objets dont elle ne se servait pas. Donc voilà, des ressources et des moyens, on va dire. À partir du moment où on veut faire, je pense que des moyens, on en a plein. oui, et puis moi j'ai toujours beaucoup de sympathie pour les gens qui me disent ah oui, mais c'est impossible pour moi, mais moi je n'accepte pas de les voir comme incapables. Donc je leur dis j'entends ce que tu te racontes et je respecte, je vais pas te faire l'affront de dire c'est une excuse, etc. Mais j'achète pas. J'achète pas. Pourquoi j'achète pas? Parce que ça voudrait dire que tu es incapable et j'ai trop de respect ou d'amour pour qui tu es pour te dire que tu es incapable. Donc moi, les gens qui sont repartis d'appel en disant ben moi, j'aurais jamais les moyens de me payer ton accompagnement, je leur dis si tu veux, tu l'auras, peu importe quand est-ce que c'est, mais je crois que tu en es capable. Et je pense que c'est important de juste se reconnecter à ses capacités, parce qu'à partir du moment où on se dit peut-être que c'est possible, on commence à ouvrir des portes. Quand on se dit je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas, on se ferme des portes. Et c'est vrai que, encore une fois, quand je regardais ces masterminds avec des grands leaders, etc., je me disais un jour j'irai dans ces masterminds. Il y a une part de moi qui n'y croyait pas, mais j'ai nourri la part de moi qui se disait que c'était possible. Possible. Et c'est avec du recul que je me dis, ah, mais c'est marrant, mais ces personnes-là dont j'ai lu les bouquins, ben, aujourd'hui, ce sont mes pairs dans des masterminds, ces personnes-là que je voyais, je sais pas, voilà, sur Internet essentiellement, mais, ou dans des conférences, ou tout ça, ben, je me dis, ok, maintenant, ce sont des pairs, ou pour certains, des clients, en francophonie. Donc, ça, encore une fois, si on ouvre la porte des possibles,
Il y a plein de choses qui se passent. Yep. Et toute personne qui dit c'est pas possible, je vous garantis qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et il y a même quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Gary Vaynerchuk, un entrepreneur qui est Oui, assez connu. Il gagne énormément d'argent. Il a une très grosse agence avec des milliers d'employés. Et en fait, il fait un truc tous les week-ends. Il fait les vides-greniers. Il achète des objets, des mugs, des peluches, etc. Il regarde les prix sur eBay et il les revend pour plus cher. Et il montre comment est-ce qu'une personne qui fait ça en faisant un peu de recherche, en mettant un peu d'énergie, elle peut générer entre 50 et 100 000 dollars ou euros à l'année en faisant ça. Et c'est dingue de se dire que, ben, en fait, il faut faire des vides-greniers, il faut comprendre, se focaliser peut-être sur un secteur, comprendre quelques objets, savoir identifier ce qui a de la valeur que les gens sous-évaluent et les revendre de, avec une plus-value. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est à la portée de n'importe qui, de tout le d'ouvrir monde. son téléphone, de regarder où sont les vides-greniers, d'y aller, de sortir son téléphone, de regarder pour combien les gens vendent ça sur eBay et Le Bon Coin. Et si on peut le vendre pour un peu plus cher ou 2 fois plus cher, ben on l'achète. Et ça, faut pas me C'est dire que c'est simple au impossible. final. C'est simple. Enfin, souvent, comme on dit, c'est facile, mais c'est pas simple. Oui, oui. C'est, les gens ont du mal à se rendre compte qu'au final, on est, oui, comme tu disais tout à l'heure, on est entouré d'abondance et qu'on a des solutions un peu partout. Mais les solutions, on ne peut pas les voir et c'est pour ça que je dis, les personnes qui me disent ça, elles ont toute ma sympathie. Je vais jamais Oui, leur faire l'affront de dire mais arrête, tu te racontes des histoires. Je vais mais juste dire j'achète il y pas. a pas de jugement, hein, ni de mon côté, il n'y a aucun jugement. Quand, je respecte, je suis même, on va dire, j'ai même cette empathie de me dire, j'ai mal pour elles parce que je me dis, elles vont perdre encore plus de temps, elles vont passer encore plus de temps dans leur douleur et alors des solutions, il y en a. Oui, Mais pour l'instant, et puis moi, ce qui me parle, c'est le fait aussi que j'ai vécu ça, le fait de ne pas voir des solutions. C'est-à-dire qu'avant, la solution pour moi, c'était toujours de bosser plus. Je voulais plus ouais, d'argent, il fallait que je bosse plus. C'est que ça que je connaissais. À partir du moment où mon système de croyance a changé, c'est un peu comme, tu vois, dans un film ou un jeu vidéo où la personne elle a un casque ou un truc et puis on fait un sort, on jette un sort et hop le truc, ou on casse le sort et hop le masque il s'ouvre et là la personne il elle souffre. peut à de nouveau voir. Et en fait c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je ne voyais pas tous les leviers que je vois aujourd'hui, tous les modèles économiques que je connais aujourd'hui. Ils étaient invisibles dans mon champ. Pourtant, je passais du temps sur Internet, je parlais avec beaucoup d'autres dirigeants ou entrepreneurs, etc. Je ne voyais rien de tout ça parce que mon système de Ouais, croyance m'empêchait de le voir. Quand j'ai eu le bon système c'était de fermé. croyance, c'est devenu mais quand je te dis ouvert, c'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter plein de réseaux, plein de personnes. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'entrepreneuriat en ligne, alors que moi je faisais un entrepreneuriat un peu plus classique avec des entreprises, etc. Parce qu'en fait, j'ai vu plein d'autres modèles, d'autres manières de Mhm. décorréler sa production de ses revenus, etc. Donc, mais comme on dit, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Apparaît. Et, et en fait, votre rôle, c'est de vous rendre prêt ou prête Mhm. à accueillir de nouvelles croyances, à lâcher prise sur celles qui ne vous servent plus, à re-questionner, à dire merci papa, merci maman pour ce que tu m'as transmis. Par contre, ça, je ne garde pas. Donc, de développer aussi votre souveraineté sur qu'est-ce que vous décidez de garder comme croyance, comme superstition et lesquelles vous rendez à celles qui vous les ont inculquées. S'autoriser. C'est ça. On en revient toujours au même cercle. Écoute, Cannes, je te remercie pour ton temps. J'entends ton fils derrière qui pleure. Je pense qu'il réclame son papa. Non, ça va, il est avec la maman. Il Ah, pleure pas, il et avec s'amuse maman. là. Ouais, il s'amuse. Il gazouille. Oui, j'entendais ça. Merci en tous les cas pour ton temps. Merci pour tes conseils. Merci pour toutes les astuces que tu as pu délivrer. Et puis, merci d'avoir été le dernier épisode, on va dire, de mon cycle sur l'argent, puisque je fais un cycle par mois et que le mois prochain, on passera à partir de janvier, on passera sur le tumulte intérieur des sentiments. Hmm, Et non pas des émotions, mais des sentiments. On va hmm, aller travailler ce qui s'est enquisté après les émotions. Une fois que l'émotion est passée, qu'est-ce qui est resté en vous ouais. et qu'est-ce Excellent. qui est douloureux pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Excellent. Je te souhaite une bonne fête de fin d'année
Et Bonne fête puis, à toi et puis bonne fête aussi à toutes les personnes qui regardent. Et j'aurais juste une dernière chose à partager par rapport à l'argent. C'est faites en sorte de traiter l'argent comme votre meilleur ami ou amant ou amante, avec respect, avec amour, avec considération, en le regardant aussi, même si parfois il fait peur de ne pas faire l'autruche, le regardant, en ayant une discussion avec lui, en prenant des rendez-vous amoureux aussi avec votre argent. Voilà, tiens, on va se poser, on va regarder les chiffres, on va se projeter, etc. Traiter l'argent comme si c'était un bon ami. C'est pas pour le glorifier ou je ne sais quoi, c'est non, parce que… surtout pas. Mais bon. comme un bon ami, pas en faire. Enfin, j'ai toujours du mal avec. Ah, ah, ça avait coupé. Ah, ça a coupé, oui, c'est marrant. Oui. Je disais, j'ai toujours du mal avec et après ça… C'est ça. Je disais, j'ai toujours du mal avec le côté glorification de l'argent. euh, Parce qu'on y remet une émotion alors qu'il faut justement un peu le dépouiller de ses émotions. C'est un véhicule, on peut le Ça. considérer à plein de niveaux. C'est un véhicule, c'est un levier, c'est un moyen, c'est un amplificateur. L'argent, il fait, et ça, c'est important de le garder aussi par rapport aux croyances que vous avez autour de l'argent. L'argent ne crée rien de plus que ce qui est. Parfois, il y a des choses qui sont présentes C'est ici ça. qu'on ne voit pas. Par exemple, si vous manquez de générosité, avoir beaucoup d'argent va amplifier la radinerie. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, avoir de l'argent va amplifier votre générosité. Donc, si vous êtes de nature généreuse et que vous avez peur que avoir de l'argent, ça va vous transformer, etc., ne vous inquiétez pas. L'argent ne va faire qu'amplifier ce qui est déjà là Ce qui est et ça déjà va vous là. permettre peut-être aussi de le travailler parfois. Voilà. Et parce que quand on dit que l'argent, Voilà. ça crée des conflits dans la famille, c'est pas vrai. C'est qu'il y a souvent des C'est non-dits, déjà qu'il y a des conflits. il y a des jalousies, il y a des trucs, et l'argent ne va faire que De révéler les sentiments le sous-jacents. révéler. Exactement, exactement. Tout est déjà là, en fait. C'est ça. C'est un révélateur, c'est un quélateur. Souvent, je bute, moi, quand les gens me disent j'ai besoin d'argent. Non, tu n'as pas besoin d'argent. L'argent, c'est un moyen. Tu n'as pas besoin de ta voiture. Elle te sert juste à pouvoir accomplir un trajet entre A et B. Et l'argent, c'est la même chose. Oui, comme tu dis, il va faire qu'amplifier au final ce qui existe déjà, mais je pense qu'on a mis tellement de croyances dessus qu'on lui a fait porter tellement de choses, supporter tellement de choses, que les gens aujourd'hui ont du mal, surtout en période de crise, je pense que ça amplifie encore les choses. Les gens ont du mal à se dire que de rester focalisé dessus, c'est pas ce qui va en amener plus, au contraire. De se détacher et de se dire que je me relie à ce qui me fait plaisir et je vais vers ce qui me fait réellement plaisir. On ne parle pas du resto du vendredi soir, même s'il fait du bien, c'est pas ce qui va susciter la joie. Oui, et puis je sais pas à quel point les personnes qui te suivent, t'écoutent, sont acquises aux questions de loi de l'attraction, etc. Mais il y a une expérience qu'on peut faire enfin, beaucoup de personnes l'ont faite, elles se disent, je ne comprends pas, c'est quand j'ai un métier que j'ai le plus d'opportunités, quand j'avais rien, je cherchais, j'avais du mal à trouver. Ou c'est quand je suis en couple que je fais plein de rencontres, alors que quand je suis seul, bah, j'ai l'impression de jamais rencontrer personne. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on va attirer ce qu'on vibre. Donc, on Il y a vibre. beaucoup de personnes qui se trompent par rapport à l'argent, qui pensent que de poser des vœux pour l'argent, je voudrais plus d'argent, va emmener de l'argent. Mais quelqu'un qui veut plus d'argent, c'est quelqu'un qui n'en a C'est pas quelqu'un assez. qui Donc, n'en a c'est pas. quelqu'un qui vibre le manque. Donc, Ouais. de se sentir déjà riche, c'est le premier pas. C'est vraiment le premier pas. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure et je disais, voilà, peut-être avoir de l'argent sur soi pour se sentir riche, c'est aussi ce qui va permettre aux personnes d'aborder les choses avec plus de certitude et déjà dans l'énergie de la richesse. Et ça, encore une fois, faites ce qui est important pour vous et ce qui fait sens pour vous et ce qui vous fait bouger. Pour certaines personnes, c'est s'acheter une voiture de luxe, ça va les connecter à la richesse. Pour d'autres personnes, elles sont totalement insensibles à ça, mais elles sont sensibles à une expérience en particulier. Et d'ailleurs, si vous voulez bien comprendre comment ça fonctionne, lisez le livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, parce que ça montre aussi ce qui est important pour vous et ce qui fait que vous sentez voilà, aimer, parce que Aimer. on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi un acte d'amour que de se valoriser et de se payer des choses
qu'on mérite, en fait. Tout On simplement. mérite. Ouais. Voilà, bon, bah, c'était une Voilà, ce conclusion. sera le long mot de la fin. Merci Merci à beaucoup. toi. Et puis bonne continuation. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.